Bonjour Laure Pressac. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cet entretien pour les rencontres urbaines de Nancy, puisque ceci est une excuse merveilleuse d'en savoir un peu plus sur ton parcours et sur tes choix. Aujourd'hui, tu es directrice de l'ingénierie culturelle chez Beaux-Arts et compagnie, mais tu es aussi chercheuse résidente à la Villa Albertine, enseignante, créatrice d'entreprise. Tu as été pendant 5 ans la directrice de la stratégie de la prospective et du numérique au Centre des Monuments Nationaux. Comment te définirais-tu? Qui es-tu, Laure Pressac? C'est très difficile de se définir. En plus, je pense que c'est un travail qui n'est jamais fini, justement. J'ai plusieurs voies qui se sont croisées. On va dire que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse aux autres, qui aime bien échanger et qui construit à partir de ça. Et puis, c'est vrai que cet équilibre entre... Je suis quelqu'un qui travaille au soutien des autres et qui cherche cet équilibre entre réfléchir et échanger. C'est un peu peut-être ce qui me définit. Et j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une case. Donc, je vais peut-être dire que je suis quelque chose comme un électron libre qui s'intéresse aux gens passionnants. Quelque chose comme ça. Et tu le disais tout à l'heure que tu rentres difficilement dans une case et que les parcours sont faits de ce que l'on désapprend tout autant que de ce que l'on apprend. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai un parcours assez classique de formation. J'ai fait des grandes écoles. Je suis restée à l'école très longtemps parce que j'aimais ça, que c'était facile pour moi. Et ça m'a beaucoup construite en termes de méthodologie. J'ai appris énormément de choses, bien sûr. Mais dans ma vie professionnelle, au fur et à mesure des rencontres ou des moments différents, j'ai regardé les choses avec peut-être plus de distance, où je ne suis pas rentrée dans le parcours qu'on attendait de moi, et j'ai fait des va-et-vient entre différents modèles, le service public et le privé, la France et un peu l'international, des entreprises de petite taille et puis des grosses structures culturelles. Et je trouve que c'est à chaque fois désapprendre la façon dont on travaillait avant pour refonctionner et voir recréer des choses avec les personnes avec qui on travaille. D'ailleurs, toujours de manière différente, mais le fil rouge, c'est toujours en écosystème et ça suppose à chaque fois de construire une nouvelle approche et une nouvelle méthode. Justement, où et comment as-tu appris à désapprendre? Alors, j'ai un parcours très classique. J'étais à Sciences Po, c'est ma formation initiale, parce que je voulais garder un champ très large de possibles pour ma vie professionnelle. Je ne savais pas ce que je voulais faire et je trouve qu'il faut se laisser le temps de savoir ce qu'on veut faire. J'avais plein de cours sur différents sujets qui étaient sur des questionnements, des grands enjeux du débat contemporain, et ça m'a appris à réfléchir, à structurer une pensée. Ceux qui ont fait Sciences Po vous diront le truc 2 parties, 2 sous-parties, construire un discours. J'étais en Hippocagne avant où il fallait faire en 3 parties, donc voilà, j'ai 3 parties, 2 parties, 4 parties. Et ensuite j'ai fait l'ESSEC, qui est une école de commerce qui est plus ancrée dans le monde de l'entreprise, donc on est plus dans le réel. Et moi j'avais besoin un peu de ce dialogue entre prendre une réflexion de la distance et puis aussi être dans l'action et construire des projets et les faire advenir. Et c'est un peu ce parcours-là qui a structuré ma façon, je pense, de travailler. Je suis toujours un peu entre 2 pieds sur ces univers-là. Et ces grands enjeux du débat contemporain, en quoi consistaient-ils? On est quelque part dans les années 2000, c'est ça? J'étais diplômée en 2000, donc c'est exactement une phase de l'histoire qui se terminait. C'est un hasard, hein, parce qu'on considère que 2001 est une rupture. On avait une approche sur la géopolitique, la compréhension des tensions qui était très forte. Moi, j'ai travaillé sur le Front National à cette époque, par exemple, dans mon cours de politique. Je me suis beaucoup questionnée sur le fonctionnement de la société française, comment tout ça marchait. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas forcément passé les concours administratifs à ce moment-là, mais ça m'interpellait. Et puis de se mettre en regard et de se mettre un peu en distance sur les spécificités de la France par rapport à d'autres pays, à l'étranger, comment on fonctionnait. Ça, c'était les cours qu'on avait, mais c'était des éléments de philosophie, de sciences économiques. Moi, j'ai fait un parcours ES, alors ça ne dit plus rien à la génération de maintenant, mais économie, sciences sociales, et ça, c'est aussi mon parcours avant le bac. Et ça mûrissait dans cette formation-là. Et dans ces grands enjeux du débat contemporain, tu le dis, l'année 2001 marque un tournant. C'est le moment où tu es à l'ESSEC. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu pars à l'étranger ou pas? Je suis partie un peu après. Et c'est marrant que tu fasses ce lien. Je ne l'avais pas fait dans ma tête, mais peut-être qu'il existe. À Sciences Po, à l'époque, ce n'était pas obligatoire de partir à l'étranger, donc je ne l'ai pas fait. Et ça m'a beaucoup manqué, en fait. Je me suis dit, zut, j'ai raté quelque chose. Et je l'ai fait à l'ESSEC en 2004. Et je suis partie à la Nouvelle-Orléans. Et c'est intéressant aussi parce que je suis partie à la Nouvelle-Orléans l'année juste avant Katrina. Là-bas, c'est une ville qui est bercée par le jazz, par la musique.
Et dans l'école où j'étais, donc à Tulane, j'étais dans un échange pour faire du marketing, j'ai réussi à m'immiscer dans les cours d'histoire de l'art. C'est une fac qui est réputée pour ça aussi. Et il y avait à l'époque déjà des gender studies, quelque chose qui n'existait pas du tout en France. Et quand je suis revenue, je me suis pris un peu un mur parce que j'avais trouvé mon sujet, je voulais faire la place des femmes dans l'histoire de l'art, et c'est ce que je voulais porter en histoire de l'art, faire l'évolution de Artemisia Gentileschi à Georgia O'Keeffe. Et on m'a dit, bah non, soit tu fais de la Renaissance, soit tu fais Suzanne Valadon, soit tu fais Georgia O'Keeffe. Et ça, voilà, ce côté transversal et de rentrer dans les cases, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui différenciait l'approche américaine de l'approche française à l'époque. Je pense encore un petit peu maintenant. Et dans cette Nouvelle-Orléans de 2004, avant Katrina, certes, mais après le 11 septembre 2001, à quoi ressemblaient les États-Unis, la vie universitaire dans ce monde du War Against Terror? Il n'y avait pas encore ce sentiment d'une bascule à une autre période. Il y avait beaucoup de questionnements dans mon souvenir. Ça, c'est la première chose dont je me rappelle. La deuxième qui m'a frappée, c'est cette internationalisation des regards. J'étais avec des Italiens, avec des Boliviens, avec des Argentins, avec des Finlandais. Enfin, on avait vraiment le monde entier qui se retrouvait là. C'était le cas à Sciences Po, mais quand on est hors de son pays, on est plus forcé à se poser les questions, à s'ouvrir les portes. Mais il y avait déjà en germe, en fait c'est intéressant, cette question du changement climatique par exemple, ils la vivaient tous les ans à la Nouvelle-Orléans. Évidemment Katrina, ça a été un désastre pour cette ville. Mais moi, j'ai essuyé des tornades, j'ai essuyé des cyclones. Voilà, un matin où je voulais aller à la fac, mon colocataire m'a dit « mais tu vas aller nulle part, il y a 1 mètre d'eau dans les rues en fait ». Donc c'était une existence qui était déjà profonde. Ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'il y avait déjà en germe des questionnements qui sont forts aujourd'hui. Et le troisième point, c'est effectivement cette question de l'identité américaine qui se posait. La Nouvelle-Orléans, c'est le berceau aussi du jazz, d'un certain nombre de musiques. Et on voyait très bien différents quartiers. Tremay, c'est devenu un quartier qui est représenté dans une série depuis, mais qui racontait aussi la ségrégation en fait. Et toutes ces questions-là, elles étaient très fortes et très puissantes. Et je pense que moi, je me suis pris ça de plein fouet, et ça m'a ouvert plein de champs de questionnement très intéressants. Et les Gender Studies en 2004, tu n'en avais jamais entendu parler, j'imagine, comme nous toutes en France? En France, jamais. Et ça t'est venu comment? Comment tu as vu ça? C'est parce que tu as vu un intitulé de cours que tu t'es inscrite? Comment ça s'est passé? Alors, c'était pas un intitulé de cours, parce que le cours était sur l'histoire de l'art américaine. C'est plus la façon dont on regardait les choses. C'est-à-dire que, on pouvait glisser ces différents filtres. Je vous raconte l'histoire de l'art telle qu'elle a été posée. Mais tiens, prenons le filtre de regarder sur la représentation des figures noires. Tiens, prenons le filtre de regarder ce que les artistes femmes ont fait. Et c'est vraiment ce décentrage du regard que je trouvais très intéressant. Un peu ce qui a nourri mes réflexions après autour du graffiti, qui n'était pas forcément là à ce moment-là, mais de se dire, tiens, il n'y a pas un point de vue, il y a plusieurs superpositions, il y a une espèce de polyphonie de l'histoire qu'on retrouve dans l'histoire de l'art, qu'on retrouve dans l'histoire politique, qu'on retrouve partout dans la façon dont notre culture est construite. Et est-ce que c'est là, du coup, que le graffiti est arrivé, après cette déception sur les femmes artistes? Donc tu rentres en France et tu dis à tes profs à l'ESSEC, je veux faire un mémoire d'histoire de l'art. Donc déjà, je comprends qu'ils étaient un peu vexés. Tu étais censée partir faire du marketing et tu rentres en voulant être historienne de l'art. Comment ça se passe? Je veux faire ça et du coup, vu que je ne peux pas faire ça, je fais du graffiti? J'ai fait du marketing. Alors après, j'ai fait du marketing à la Nouvelle-Orléans et en fait, moi, je superpose. Je ne me dis pas, je vais faire ça versus ça. J'aime bien mélanger les regards. Je pense que c'est ça qui est fort. Et en marketing, je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est très vraie. Je trouve qu'on n'est jamais meilleur que quand on n'est pas sur un sujet qu'on connaît. Un de mes premiers stages en marketing, c'était dans les produits de beauté pour Biotherm Homme. Donc je pouvais rien plaquer, je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas ce dont ils ont besoin pour se raser, etc. Et on est obligé d'écouter en marketing, et c'est ça qui est le lien. Et j'ai fait en fait, quand je suis partie à l'ESSEC, j'avais déjà passé, il me semble, j'avais déjà fait le master de Dauphine en management des institutions culturelles. Donc j'avais déjà fait un mémoire sur ces sujets-là, et c'est là aussi qu'avait été nourri mon questionnement à la croisée du marketing et du secteur culturel. J'ai fait un mémoire sur les livres d'or. Et le titre, c'était « Les livres d'or, nouvel outil marketing, point d'interrogation ». Pareil, à cette époque, la notion de marketing dans les musées, c'était impossible à employer comme mot. Les livres d'or, c'était des papiers qui étaient stockés, qu'on ne regardait pas. Et j'ai fait l'analyse de 4 livres d'or. J'avais fait ça en 2002 de mémoire. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête quand même. Et donc je pense que ce moment-là, il a été le moment où je me suis dit, mais en fait,
j'ai peut-être pas besoin de choisir, peut-être que je peux mixer mon intérêt pour l'histoire de l'art et pour les musées qui remonte à très 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 loin, qui était déjà présent, et puis ma formation en marketing, en compréhension du monde, je vais le dire comme ça, et en sociaux, parce que tout ça a été mélangé aussi. Et c'est ça qui a après ouvert mon parcours et mon cheminement sur différents métiers. Donc quand tu es à Dauphine et tu travailles sur les livres d'or, c'est par là qu'arrive ton intérêt pour l'histoire de l'art. C'est quand même assez acrobatique. Alors l'histoire de l'art et les musées, c'est une très longue histoire. C'est pour ça que je dis souvent, c'est des histoires de passion qui ne s'expliquent pas. Je pense que j'avais 5 ans et je remercie mon grand-père de m'avoir traîné à une exposition Tanis lors des Pharaons. Je pense que je m'en rappelle encore. Et voilà, et comme beaucoup d'enfants, je pense que 8-10 ans, je voulais être archéologue. C'était c'est sûr que je voulais ça. Et j'ai des souvenirs de ces expositions. Et c'est pas un truc forcé. Enfin, ma sœur, elle a eu les mêmes visites, les mêmes choses. Elle se roulait par terre pour sortir très vite du musée. Ça n'a pas généré cette curiosité, cet intérêt pour tout ça. Et mon grand-père avait beaucoup de questionnements sur mais d'où vient l'écriture, d'où ça sort. Donc j'avais aussi ce côté-là déjà du geste écrit. Et on l'a beaucoup sur l'Égypte ancienne parce qu'il y a une norme, mais une façon de communiquer qui est sur des formes et sur du dessin. Donc je pense que c'est né de là. Et le croisement de tout ça, les livres d'or, c'est un peu ça, c'est que c'était aussi des supports. Et dans mon mémoire, je me rappelle que j'avais travaillé aussi sur... par moment, le livre d'or revient dans l'espace central et devient un objet qu'on expose. On va exposer le point de vue d'un visiteur où on va avoir des artistes qui vont mélanger de l'écrit à leur tableau, etc. Donc je pense que faut toujours écouter ce qu'on a au fond de son cœur à un moment ou à un autre, qui revient par la fenêtre, par la porte et qui vous fait des petits appels du pied. Et je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que j'avais cette passion pour l'Égypte. Je pense que j'ai voulu être archéologue, mais sans m'en donner du tout les moyens et sans savoir ce que ça voulait dire d'ailleurs ce métier. Je pense que j'avais aucune idée quand j'avais 10 ans de ce que c'était la réalité du métier. Donc j'ai laissé tomber ça dans un coin de ma tête. À un moment, j'ai voulu faire l'école des chartes et puis je les entendais discuter en latin à la pause. Je me suis dit, oula, je vais pas y arriver. Et puis voilà, donc on prend des chemins de traverse et à un moment ou à un autre, ses passions et ses intérêts, ils reviennent. Et je pense que ça s'est cristallisé avec le temps, à ce moment-là, vers 2004-2005, quand je commençais ma vie professionnelle. Mais en fait, c'est revenu juste après. Et 2005, c'est un exemple qui est très marrant. J'ai bossé pour Eurostar, c'était mon premier job, sortie d'école. Je m'occupais du marketing pour les grands groupes. Et bien tiens, comme par hasard, je me suis retrouvée à faire un projet, un train spécial des expositions, où j'ai été négocier un partenariat avec la National Gallery. Et puis voilà. Et ça, c'est parce que je dis que les rencontres sont essentielles. Je la remercie, ma chef de l'époque. Je lui ai poussé l'idée, elle m'a dit bah écoute, vas-y, mais tu te débrouilles. Parce qu'un Eurostar, c'est plus de 700 places. On met un Eurostar spécial, mais il faut que tu le remplisses. Voilà. Et en fait, quand on a des projets qui nous motivent, je pense qu'on arrive à pousser les choses. Et là, je me retrouvais dans ok, je vais réussir à faire une dimension artistique et muséale dans mon métier qui, au quotidien, n'a rien à voir avec ça. Parce que tu parles de cette passion muséale, ou en tout cas pour l'écrit, pour une certaine forme d'écrit, et je remets le doigt sur cette histoire de 2004 des Gender Studies, Artemisia Gentileschi, Suzanne Valadon et Georgia O'Keeffe. Finalement, est-ce que c'était elle qui t'intéressait ou c'était cette question d'une écriture de l'histoire ? C'était exactement ça qui m'intéressait, c'est la transversalité. C'était me dire, est-ce qu'il y a une façon d'être femme artiste, est-ce qu'il y a une façon d'écrire ça d'une manière ou d'une autre? Et puis comme je rentrais pas dans les cases, je me suis retrouvée à travailler sur Suzanne Valadon, j'ai initié ce travail pour faire de l'histoire de l'art et avoir un diplôme dans cette matière-là. Et à ce moment-là, en fait, je me suis pris un mur moi-même parce que j'ai creusé et puis j'accrochais pas avec Suzanne Valadon. Elle a un parcours passionnant, intéressant, mais c'est pas ce que je voulais raconter. Je voulais pas raconter l'histoire d'une personne. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'histoire d'un groupe social, en fait, des femmes, et à travers le temps, de comprendre une évolution. Ce qui m'intéresse, c'est comment tout ça se transforme. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un statut où je peux être artiste que quand je suis la femme, la sœur, la fille d'un peintre et que j'ai accès à un atelier, à non mais j'ai mon mot à dire, j'ai mon parcours et je choisis d'être une artiste, qui est plus la vision Georgia O'Keeffe. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc voilà, j'ai commencé sur Suzanne Valadon. Désolée Suzanne, j'ai pas été au bout, mais d'autres l'ont très bien fait. Et du coup, j'ai lâché l'histoire de l'art. En tout cas, j'ai lâché devenir par exemple conservatrice à ce moment-là. Oui, parce que c'est vrai qu'en 2005, c'est de cette date qu'on parle, il n'y avait pas une masse d'études sur les artistes femmes. Il était difficile de les prendre comme un groupe social. C'était des monographies qui devaient être faites. Exactement. Et du coup, cette question de conservatrice, ça t'a effleuré l'esprit ? Ça m'a effleuré l'esprit et j'aurais bien aimé, je pense, à ce moment-là le faire.
Mais la vie nous rattrape. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bon, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Je suis très curieuse, j'aime bien mener des projets. Bon, j'ai quand même fait Sciences Po, l'ESSEC, un DESS à Dauphine, etc. Laissons sa chance à un métier plus traditionnel. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais toi, tu es une personne de projet, tu aimes bien que les choses adviennent. Pourquoi tu n'es pas consultante? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Hein, voilà. Conduite du changement, aucune idée de ce que c'était. Je suis rentrée chez Capgemini, mais vraiment en me disant, je vais rester 1 an. Je suis restée 10 ans. Et j'ai fait des projets géniaux dans le secteur public, dans le secteur privé, et évidemment, à un moment ou à un autre, pour des musées. Pareil, c'est revenu par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est du coup, consultante en conduite du changement? C'est une très bonne question. C'est un métier génial. Moi, je dis souvent que c'est de la maïeutique, en fait. C'est aider les gens à accoucher de leur projet et faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on est un peu le ping-pong de gens qui ont pensé des projets pour transformer leurs entreprises et puis qui, à un moment, coincent, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, parce que c'est difficile, c'est le truc le plus compliqué, et ils ont besoin d'avoir des gens qui les appuient en dehors. Donc soit avec des compétences très concrètes pour faire du pilotage, pour les accompagner sur des projets, etc., soit pour construire le bon écosystème, je vais aller vous chercher les gens qu'il faut pour mener les choses, soit pour, encore plus loin, on va dire, penser avec eux un peu où est-ce qu'on va aller et comment on met en forme ces différentes choses. Je peux parler d'un projet qui n'a rien à voir avec ma vie de maintenant, mais que j'adore toujours autant. J'ai travaillé pour Pôle emploi pendant un certain nombre d'années, au moment de la fusion entre l'ACEDIC à l'époque et la NPE, l'UNEDIC et la NPE. Et c'était des gens qui faisaient des métiers différents. L'UNEDIC, leur métier, c'est de faire en sorte que les gens touchent bien leurs indemnités chômage à la fin du mois. Ils ont dans leurs mains, si ça ne fonctionne pas bien, la vie quotidienne de plein de familles. Et puis la NPE qui était, je vous aide à retrouver un emploi. Donc là, on est plus dans l'écoute et l'accompagnement. C'était des profils de personnes différentes. Et le changement, c'était, OK, on met tous ces gens dans la même boîte et comment on fait pour que demain, ce soit encore plus utile aux personnes qui sont au chômage et qui doivent retrouver une place dans la société très rapidement parce que c'est très difficile d'être au chômage. Et on les a accompagnés sur plein d'aspects et notamment sur un sujet marketing. On a monté un club des DRH, on a fait la stratégie marketing de Pôle emploi et le club des DRH. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de dire pour les aider, il faut qu'on ait des offres d'emploi. Et c'était le début, on commençait à avoir la concurrence de plateformes d'emploi et on les a aidés à monter ça. Pareil, à la fois le concept, on a fait des vidéos avec différents points, on a fait une segmentation selon les entreprises et puis jusqu'à le jour J, organiser les tables de discussion du club des DRH. Donc vraiment de la pensée jusqu'à la réalisation concrète et c'était un moment génial où on a travaillé avec les équipes de Pôle emploi au quotidien. Le consultant en conduite du changement, c'est ça, il est au quotidien dans les équipes avec eux à co-construire, co-penser, co-réaliser les projets. Et avec tout ça, donc nous sommes là, tu es à Capgemini, et c'est juste à ce moment-là que tu décides de te lancer dans une recherche en histoire de l'art? Non, toujours pas. Là, dans ces moments-là, donc c'est Capgemini, j'y suis restée de 2004 à 2014. J'avais pas le temps de la recherche, mais j'avais l'envie de remettre un pied dans les musées. Donc en fait, j'ai développé, on va dire, l'offre qu'on avait pour les musées. Il fallait trouver un moyen, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de budget côté musée, d'avoir des offres de consulting pour l'univers des musées. C'est marrant, je racontais cette histoire de la fusion UNEDIC-NPE. À ce moment-là, il y avait les RGPP. On revient à cette question des politiques publiques, qui était pilotée, révision générale des politiques publiques, qui était portée par Nicolas Sarkozy. Et il y avait 150 000 projets, et parmi ceux-là, c'était géré par compte différents ministères. Et il se trouve qu'on a eu différents ministères, dont le ministère de la Culture. Hasard et coïncidence, grand bonheur pour moi. Donc là, j'ai levé la main en disant « je veux faire ces missions-là ». Et on s'est retrouvés à travailler, par exemple, sur le regroupement entre la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, à l'époque. C'est pas un projet qu'on avait décidé, c'est pas un projet qu'ils avaient décidé non plus, mais là, on s'est retrouvés à dire comment on fait fonctionner ensemble ces deux institutions qui n'ont rien à voir. Et ce que j'avais fait en conseil chez Capgemini, je me retrouvais à devoir l'appliquer en l'adaptant évidemment à l'univers des musées et réfléchir avec eux sur c'est quoi, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que ça veut dire sur la culture scientifique, comment on fonctionne ensemble, comment on change l'organisation, comment on communique, toutes ces questions-là, on les a accompagnées à ce moment-là. Et par exemple, un outil du conseil qui est génial, testez-le chez vous, c'est formidable, qui s'appelle le Vie ma vie, c'est-à-dire là, vous comprenez pas, passe une demi-journée à la place de quelqu'un dans notre institution et tu vas comprendre. Et vous allez mieux vous entendre. Et c'est ça aussi le décentrage dont je parlais tout à l'heure. Réapprendre à regarder, c'est réapprendre le métier des autres et comprendre leur complexité, leur quotidien. Et c'est ça qui fait que des projets
se réalise et se concrétise. Voilà. Donc on a commencé avec ce projet-là, puis il y en a eu plein d'autres sur la stratégie numérique de la RMN, sur la stratégie des groupes du Centre Pompidou, enfin plein de projets tout aussi passionnants les uns que les autres. Donc là, tu étais toujours à Capgemini? Toujours chez Capgemini, toujours en consultante, en extérieur. Mais là, du coup, je remettais un pied dans les musées. J'avais travaillé dans les musées. Hein. Mes tout premiers jobs, c'était au musée du Louvre, à l'accueil des groupes, hein, je veux dire, l'accueil lambda, en com ensuite à l'auditorium. Et là, je revenais au musée, mais sans être acteur du musée, en accompagnateur sur les projets. Et je voyais bien que mon vécu dans d'autres missions, dans d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, j'ai bossé aussi pour la MAF, j'ai bossé pour Michelin, j'ai vraiment travaillé pour plein de sujets différents quand j'étais chez Capgemini, ça leur amenait un regard, un pas de côté, un regard différent qui pouvait les faire avancer. Et c'est ça qui était assez génial pour moi, c'est j'ai appris des trucs qui sont utiles dans le secteur culturel, qui continuent à me passionner. Donc là, j'ai remis un petit pied dans les musées, je me suis dit, quand même, ce serait cool de travailler dans un musée. Et c'est ça qui fait qu'en 2015, tu te lances dans un master d'histoire de l'art à la Sorbonne? Comment on passe de l'un à l'autre? Là, ce qui se passe, c'est soyez passionnés, soyez curieux, mais ce qui va toujours vous manquer dans votre vie, c'est le temps. Donc là, j'avais un métier plein temps, et puis je me disais, je veux repartir dans le monde des musées. Donc en fait, en 2014, ma route avait croisé dans des missions différentes pour le ministère de la Culture à l'époque, quand j'étais chez Capgemini, ma route avait croisé celle de Philippe Bellaval, qui venait de prendre la présidence du Centre des Monuments Nationaux. Et Philippe Bellaval est une personne extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement connaisseur de tout l'univers culturel. Il a été à la BNF, il a été à l'Opéra. Là, il est arrivé dans l'univers patrimonial, qu'il connaissait déjà très bien. Il a été au ministère. Enfin, voilà, il connaît parfaitement le secteur culturel français. C'est quelqu'un, deuxièmement, qui a une vision. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il voulait faire pour cet établissement, qu'il avait très bien identifié les points de retard, les questionnements, et il savait où il voulait aller emmener cet immense paquebot, parce qu'on parle, le CMN, c'est 100 monuments, c'est 10 millions de visiteurs, enfin c'est une grosse structure, le Centre des Monuments Nationaux, voilà, qui est un opérateur public de l'État, sous la tutelle du ministère de la Culture, et qui gère donc pas tous les monuments en France, hein, vous avez tous un château à côté de chez vous, donc on ne gère pas tous les monuments quand on est le CMN, mais une centaine, dont l'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel, mais aussi mon préféré depuis toujours, le château d'Oharon, par exemple, qui est dans les Deux-Sèvres. Donc, avec des réalités différentes et des sujets différents. Donc, lui, il arrive, il a cette connaissance, il a une vision pour l'établissement. Et ce qui est génial, c'est qu'il va chercher des gens un peu différents et il vous fait confiance. Et donc moi, je me suis retrouvée dans une création de poste, parce que ce poste n'existait pas avant, avec quelqu'un qui me dit « Alors, je vous attends sur la stratégie, la prospective et tous les sujets numériques où on est super en retard. » 2014. Et il m'avait dit à l'époque attention, parce que vous arrivez avec une casquette de consultante, il y a des gens qui vont vous attendre au tournant. Parce que c'était pas fréquent non plus d'avoir des gens qui avaient une casquette de l'univers Capgemini, grosse SS2I, boîte de conseil, qui arrivent dans le secteur culturel. Voilà. Et c'était des années extraordinaires, avec des gens géniaux, passionnés, compétents, dynamiques, enfin tout ce qui fait que justement on arrive à porter une vision et à la rendre très réelle et très concrète. Et donc, j'ai passé 5 ans au CMN à ne pas m'ennuyer une seule seconde. Mais tu disais que le temps manque quand on est passionné. Et j'en reviens à ça. Donc, tu es au CMN, tu arrives au CMN en tant que directrice de la stratégie, de la prospective et du numérique. Ouais. Et comment tu fais un M1 D'où ça sort? D'où sort le temps? D'où sort l'envie? Alors, quand, comme moi, on arrive dans un nouveau métier, un nouveau lieu, j'ai fait un vie ma vie, je me le suis appliqué à moi-même. J'ai passé une journée à la caisse de la conciergerie pour comprendre les questionnements qu'on a, les publics qu'on voit venir. Ensuite, j'ai essayé de faire la tournée des monuments. Alors, j'avais dit que je partirais pas du CMN avant de les avoir tous faits. J'en ai fait 75 sur les 100 et j'étais hier à Villers-Cotterêts, donc je fais même ceux qui ont rejoint le réseau depuis. Mais du coup, tu vas sur les différents monuments. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve par exemple à la Tour de la Rochelle ou au Château d'If, avec des graffitis du sol au plafond. Et j'ai un espèce de moment où plein de choses que j'ai vues et que je vous ai racontées se retrouvent. Tiens, je retrouve un peu mes hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Tiens, je retrouve des tableaux parce qu'il y a vraiment des graffitis. Aller à La Rochelle, et c'est extraordinaire. Je le dis souvent, moi, vous m'enfermez dans une cellule pendant 10 ans avec tous les outils qu'il faut pour. Je ne produis pas
les graffitis et les œuvres en fait qui sont sur ces murs. C'était vraiment des gens extraordinaires qui ont créé ces choses-là. Donc j'ai un moment où je me dis mais ce patrimoine il est extraordinaire et personne n'en parle et on ne le montre pas. Et donc je croise la route de gens, ce qu'on appelle souvent les sociétés savantes, enfin c'est juste des passionnés qui passent leur week-end, leur soirée, leur journée à collecter des infos, trouver différents éléments. Et en discutant avec eux, je me rends compte de deux choses. Un, qu'ils ont assemblé un corpus extraordinaire mais qui n'est pas reconnu, et ils ont fait ça souvent, comme toujours quand on ouvre des nouveaux champs, un peu en respectant pas les règles, donc ils ne s'entendent pas forcément avec l'establishment, entre guillemets, culturel. Et deux, que moi, ma position au Centre des Monuments Nationaux fait que je peux très facilement monter dans les hauteurs de lieux, voir les graffitis, et j'en découvre plein d'autres. Et notamment au Panthéon, par exemple, dans les très hauteurs du Panthéon, mais il y a des milliers de graffitis. Et là, je commence à tirer des fils et à faire des petites enquêtes, parce que je vois les époux machin qui ont laissé leur nom, qui viennent de Belgique, de telle date, donc j'appelle la mairie en Belgique, et tout ça, ça tricote des histoires. Et je me dis, mais cette matière, elle est extraordinaire, est-ce que je pourrais essayer d'en faire quelque chose ? Et là, je toque à deux portes. Il y a toujours deux choses. Il faut toujours aligner plusieurs univers différents. Je toque à la porte de l'université Sorbonne en disant « Est-ce que je pourrais revenir faire mon master que je n'ai pas fait ?» Vous vous rappelez, il y a 15 ans, 10 ans, sur les femmes. J'ai changé de sujet, mais quelque part, ça se retrouve. C'est ce qui est aujourd'hui une minorité. Les graffiteurs, comme moi je les appelle, c'est-à-dire ceux qui ont laissé ces traces il y a très longtemps. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que je peux trouver un prof qui m'encadre là-dessus ? Et puis au CMN de dire, est-ce que c'est OK que je fasse un M1 en parallèle de mon job et qu'on aménage un peu mes horaires ? Et est-ce que je peux travailler avec les différents administrateurs, donc les directeurs des monuments, pour accéder à des espaces qui ne sont pas forcément accessibles au public ? Voilà. Et ces deux trucs-là s'alignent. Donc ça, c'est 2015. Voilà. Et j'ai arpenté les différents monuments. Alors en plus, ce qui est génial, croyez en vos rêves et n'écoutez pas vos freins. Les graffitis sont souvent dans les hauteurs et moi je suis quelqu'un qui est claustrophobe et qui a le vertige. Donc vraiment, la fille qui n'est pas du tout au bon endroit. Mais c'était tellement passionnant, j'ai rencontré tellement de gens passionnants que cette recherche a été géniale. Et donc Philippe Dagen, qui est un historien de l'art très connu, a accepté de me suivre dans ce M1. Et je l'ai fait en histoire de l'art. Et c'était très important pour la communauté que j'évoquais juste avant, de tous ces chercheurs, sociétés savantes, parce que ça fait rentrer cette étude des graffitis sous l'éclairage universitaire. Il y avait eu un premier travail, mais qui était en sciences politiques dans les années 90. Et là, j'étais la première à avoir un tampon et un master d'histoire de l'art sur les graffitis, donc dans les espaces d'enfermement. Parce que le graffiti, plongez-vous dedans, mais vous allez voir que quand vous plongez, c'est un puits sans fond, il y en a tout le temps partout, à tous les coins de rue. Tous les gens à qui je parle de ce sujet m'envoient des photos très régulièrement quand ils visitent des monuments, des musées, parce qu'ils en voient maintenant partout. C'est juste, j'allais dire, les graffitis, pour moi, c'est la matière des gens curieux qui lèvent les yeux en marchant et qui s'intéressent à ceux qui les ont précédés. Voilà, c'est le croisement des deux. C'est de la curiosité et de l'histoire. Et du coup, de l'histoire de l'art depuis que j'ai réussi à faire ce master. Et le fait de travailler avec Philippe Dagen, comme tu le disais, ça apporte l'université, l'histoire de l'art, Philippe Dagen quand même, l'un des grands historiens de l'art contemporain encore aujourd'hui en France. Ça apporte cette labellisation histoire de l'art. Qu'est-ce que cela fait à un sujet ? Qu'est-ce que tu penses que le fait de le sortir de sciences politiques, d'ethno, de sociaux peut apporter en plus ? Pourquoi le graffiti vu par le prisme de l'histoire de l'art serait vu autrement, vu mieux ou pas ? Ce qui était important à ce moment-là, c'était aussi qu'il soit considéré. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on venait de finir au Centre des Monuments Nationaux une saison sur les tapisseries. Et on s'interrogeait sur la séance d'après. Donc moi, avec ma casquette stratégie, on faisait le bilan, on discutait des différentes questions. Et donc j'étais dans des réunions avec les autres directions, ceux qui s'occupent de la programmation culturelle, des publics, qui n'était pas mon métier au CMN, mais sur lequel j'avais des notions, on avait des discussions passionnantes. Et bien dans une de ces réunions, parce que sans doute j'avais discuté avec beaucoup de personnes du CMN, parce que c'est un sujet, je pense, qui intéressait Philippe Bellaval, sinon il ne l'aurait pas poussé, et que ça avait du sens par rapport aux saisons, a germé l'idée de dire « mais pourquoi on ne ferait pas une saison culturelle sur les graffitis ?» qui est une façon de remettre en lumière différents monuments du réseau et aussi de matérialiser pour le CMN ce réseau. Parce qu'en fait, c'est aussi un point commun, tout comme les tapisseries qui étaient dans les collections de différents musées, en fait, il y a des graffitis dans différents monuments. Là, tout d'un coup, ça permettait de dire, tiens, on pourrait le regarder comme une collection
Et le fait qu'il y ait eu un master, ça a permis de dire on peut relancer un travail de collecte et de préservation, et ça vaut le coup de préserver ces éléments-là. 2, on peut se poser des questions de recherche là-dessus, parce que c'est compliqué de préserver les graffitis. Et puis c'est compliqué de dater. Et on a fait un travail avec le C2RMF, donc le centre de recherche des monuments, qui permet en fait d'analyser certaines matières et qui nous a aidé à pouvoir dire tiens, là on a du verre, d'où vient ce verre, de quand il date, comment il a été fait. Donc encore une fois, on met autour de la table des compétences très différentes. Ça permet aussi de se dire si c'est une matière artistique, peut-être qu'on peut ouvrir la porte à des artistes de street art. Ça avait déjà été fait. Encore une fois, Philippe Bellaval avait invité plein d'artistes et on venait de finir au château de Vincennes une exposition de Zeus. Donc il y avait des choses qui se faisaient. Là, du coup, on pouvait créer des choses en connivence. Donc en fait, le fait d'avoir fait ce mémoire, d'avoir lancé des discussions à l'intérieur de la maison et d'avoir le tampon, parce que c'est ça qui était important, d'un chercheur et d'un historien de l'art comme Philippe Dagen, a fait que on s'est dit ok, on peut traiter ce sujet au Centre des Monuments Nationaux de manière intéressante, de manière scientifique. Et puis on a quelqu'un dans la maison qui sait le faire, en l'occurrence Laure qui était là. Donc ce Master 1 a été une très bonne manière de légitimer le graffiti. Ce mot revient souvent quand on parle de graffiti. Ce mot revient très souvent. Je pense que le graffiti n'a pas besoin d'être légitime ou pas légitime. D'ailleurs, il s'en fiche des cases et c'est très bien. En revanche, ça permettait de le faire exister aux yeux de personnes qui ne le voyaient pas, qui passaient devant. Et quand je dis personne, c'est à la fois les professionnels et le grand public. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire en sorte que le grand public se dise « mais en fait, il y a des choses là sur ces murs qui me racontent quelque chose ». Et je le disais très souvent, donc j'ai été commissaire de cette saison et notamment de l'exposition à Vincennes, donc j'ai fait beaucoup de visites guidées. Je suis aussi guide conférencière, donc à mes heures perdues, et ça me plaît beaucoup de raconter des choses. Je commençais toujours en disant aux visiteurs, est-ce que quand vous étiez au collège ou au lycée, vous avez écrit votre nom ou écrit des cœurs sur votre table? Est-ce que vous avez déjà gravé dans l'écorce d'un arbre? Si la réponse est oui, et en général j'étais à 60-70% de chacun des groupes, vous êtes des graffiteurs, vous avez fait du graffiti. Donc en fait, vous avez par ce médium exprimé quelque chose. Alors on peut débattre pendant 115 ans de est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est du street art, est-ce que c'est là. Moi tout ce qui m'intéresse c'est que c'est un médium qu'on utilise pour exprimer des sentiments, avec une qualité artistique dans certains cas, avec un discours politique dans d'autres, avec rien de plus que un jeu pour d'autres, mais c'est comme ça que le graffiti entre guillemets contemporain est né. Taki 184, il a commencé à faire ça quand on l'interroge en disant que c'était presque pour impressionner sa copine de l'époque, et il a mis son nom un peu partout. Donc c'est intéressant de se dire quels sont les leviers, mais aussi de juste se dire c'est une forme d'art. Donc je ne sais pas si c'est légitimé, mais en tout cas c'est rendre visible. C'est ça pour moi qui était important. Et quelle nuance fais-tu entre graffiteur et graffeur? Alors, les graffiteurs, pour moi, c'est toute cette matière qui existe. Alors, pareil, on pourrait débattre pendant 115 ans sur est-ce qu'on met dedans les grottes préhistoriques ou pas. Je vais dire que moi, je le commence, on va dire, zone Égypte, Antiquité, jusqu'à l'invention de la bombe aérosol. Les graffeurs, pour moi, c'est vraiment tout ce mouvement très contemporain et où il y a une démarche qui est vraiment foncièrement artistique. Et je différencierais graffeur et tagueur aussi. Pour moi, c'est pas exactement la même chose. Mais j'aime pas non plus mettre des étiquettes, j'aime pas trop qu'on m'en colle, donc je vois pas pourquoi j'en collerais aux autres. Et je pense qu'il faut toujours demander à quelqu'un, quand il a sa pratique, comment il veut qu'on l'identifie. Je dis graffiteur pour les anciens, parce que là, pour le coup, ils sont morts, donc ils peuvent pas me contredire, mais parce que je trouve qu'il y a un lien. Et moi, dans mon regard et ma recherche, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait écho? Donc je me permets pas de ranger les graffeurs ou les tagueurs contemporains dans des graffiteurs, mais je m'interroge sur est-ce qu'il y a un héritage, est-ce qu'il y a un lien, comment il y a des échos qui se sont créés, construits, est-ce que c'est les mêmes personnes, et surtout au final, il y a, j'allais dire, un écho qui est un peu le même pour moi, qui est de vouloir donner une voix aux sans-voix, à ceux qu'on n'écoute pas forcément ou qu'on voit pas forcément. Libre à chacun ensuite de se dire où est-ce que je veux me mettre. La deuxième chose, c'est que j'aime bien dire graffiteur parce que ça revient à l'étymologie des mots. Voilà, c'est marrant, on revient à ça, j'aime bien l'écriture et j'aime bien les mots. Le mot graffiti, il a une triple origine en fait. Il vient à la fois du latin, du grec et de différents mots. Et en fait, le grec graphein, ça veut dire écrire et ça veut dire peindre aussi. Ça veut dire dessiner, donc il y a un peu ça. En latin, c'est le sgraffiti, c'est à la base une technique, mais c'est un stylet. Donc c'est l'instrument qui permet d'eux.
Et donc en italien, c'est sgraffiare, et qui est vraiment cette notion de gratter. Et donc en fait, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous grattent, c'est-à-dire qu'ils nous rappellent aussi notre humanité, ils nous remettent sous les yeux des histoires, et ils le font tous à leur manière, artistique, personnelle, politique. En tout cas, ils nous grattent là où c'est intéressant de regarder. Tu dis que ce qui t'intéresse, c'est de travailler sur la parole des sans-voix. Et justement, est-ce que ça a un lien avec ces Gender Studies de 2004, avec cet intérêt pour les femmes en tant que groupe social, mais surtout comment tu mets en place une méthodologie? Comment fait-on pour travailler sur la puissance des non-puissants qui, par définition, ne laissent pas de texte derrière soi ni de documents? C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que je dis que je travaille, j'essaye. Est-ce que je le fais bien? J'en sais rien. Je pense que les gender studies, c'est quelque chose qui est resté dans un fond de mon cerveau. Aujourd'hui, et c'est génial, le sujet il est très bien traité par plein de personnes en fait. Donc du coup, je m'en suis un peu détachée et je me suis dit ce qui est important, c'est ce que ça veut dire derrière. On est féministe aujourd'hui, mais quand on est féministe, et c'est tout ce que les études aussi sur le sujet aujourd'hui montrent, on ouvre la porte à toutes les autres minorités et tous les points de vue différents qui devraient pouvoir être entendus et s'exprimer. Donc quelque part, c'est le prolongement effectivement de cette approche-là. La façon dont je le fais, c'est d'essayer de voir s'il y a un commun. Donc en fait, le graffiti, il y en a partout. Du coup, il y a des experts, des gens qui ont regardé à différents endroits, il y a des gens qui le regardent aux États-Unis, il y a des gens qui le regardent dans plein de régions en France, et c'est très difficile d'avoir un champ spécifique. Donc moi, c'est comme ça que j'essaye de faire, c'est de plonger sur certains regards et sur certains sujets. Donc j'ai fait une recherche à un moment, par exemple sur les gilets jaunes, où je me suis interrogée sur qu'est-ce que c'est que ce support, qu'est le gilet jaune, qu'est-ce qu'il y a dessus. Encore une fois, les cases. Est-ce que c'est des graffitis? Est-ce que c'est pas des graffitis? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expression et qui s'appuie sur différents éléments. Et c'est là où tous ces mondes se percutent. Au moment où on commence à regarder les graffitis qui sont dessinés sur les gilets jaunes, eux, ils en ont fait un livre qui s'appelle Plein le dos, où ils ont collecté toute cette matière. Et puis, c'est aussi le moment où il y a l'envahissement de l'Arc de Triomphe pendant les manifestations des gilets jaunes avec des gens qui sont venus taguer sur le monument. Et ça s'est fait en plusieurs vagues. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs types de citations. Il y a des choses qui sont sans doute très impromptues, qui n'étaient pas prévues, et il y a des choses qui ont l'air d'être quand même organisées et planifiées. Quand on arrive à bien poser un texte, ceux qui sont des graffeurs savent très bien qu'ils se sont entraînés pendant des mois et des années sur leur black book. Quand on a une écriture qui est très bien posée, qui rentre pile poil dans la taille qu'on veut sur un mur, c'est quand même que ça a été pensé. Donc la question aussi de la spontanéité, du temps qu'on prend, elle se retrouve aussi dans tous ces éléments-là. Donc je ne sais pas s'il y a une méthode, mais en tout cas il y a des focales sur certains moments. L'idée d'essayer de documenter, de regarder, je prends tout le temps des photos. Je prends en photo tous les graffitis que je croise partout. Là sur le chemin en venant de la gare, j'en ai pris je pense une dizaine. Et ça m'intéresse beaucoup. Aussi dans ce dialogue avec ce qui fait mémoire, ce qu'on accepte de garder et ce qu'on accepte de voir disparaître. Le graffiti, par définition, il accepte de se voir disparaître, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'aider à rester? Et voilà, je le disais en venant de la gare, la première photo que j'ai prise, c'est la plaque qui est posée en souvenir aux cheminots qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça me questionne toujours. Qu'est-ce qu'on met en fixe? Qu'est-ce qu'on met en permanent? Comment se construit la mémoire et comment cette mémoire, elle est active? Donc j'allais dire, peut-être ma façon de travailler la méthodologie, c'est d'avoir ce fil rouge et de l'interroger sur différents corpus que j'essaye de faire naître, mais qui ne sont jamais complètement fermés. C'est d'ouvrir plein de sujets et plein de discussions au fur et à mesure. Et justement, sur ce sujet des gilets jaunes, quand l'invasion, je ne sais pas trop comment l'appeler, l'éruption des gilets jaunes dans l'Arc de Triomphe a eu lieu, rien n'a été pensé. Ça a été les hurlements au scandale, au vandalisme, à la destruction. Je crois que je venais juste de partir. J'étais plus au CMN à ce moment-là. Mais c'était une vraie question qu'on avait eu beaucoup pendant la saison sur les graffitis, parce qu'on avait un discours qui était compliqué, qui était à la fois de dire « regardez ces graffitis qui sont sur les monuments et qui sont très intéressants, mais attention, n'oubliez pas qu'il est interdit à vous de graffiter, de graffer, de poser quoi que ce soit sur ces monuments qu'on a patrimonialisés. » Et il y a le travail de plein de chercheuses, souvent d'ailleurs, sur ces thèmes. Je pense à Charlotte Guichard qui a travaillé sur les messages que laissaient les peintres quand ils faisaient le grand tour et donc ils allaient en Italie et qu'on laissait leur nom gravé dans des cheminées en marbre. Aujourd'hui, ce serait impossible et intolérable. À l'époque, on avait un autre rapport aussi au patrimoine. Donc c'est aussi ce qui peut faire évoluer la notion de patrimoine. Qu'est-ce qu'on conserve, comment on le conserve, qu'est-ce qu'on fait évoluer, qu'est-ce qui est sacrilège et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un débat qui avait été passionnant quand j'étais au CMN.
Au moment de l'envahissement de l'Arc de Triomphe, j'étais plus au CMN, mais il y a quelque chose qui m'avait très intéressée, c'est que moi j'aime bien comprendre la motivation des gens. Et ben le graffiti, comme c'est une action illégale, c'est difficile de savoir qui a fait quel acte, etc. Sur le cas du Panthéon, de l'Arc de Triomphe, pardon, sur le cas de l'Arc de Triomphe, ils ont arrêté des gens. Donc il y a eu des procès, donc il y a eu des entretiens. Et moi, j'ai cherché, encore une fois, dans cette question de la méthodologie et du corpus, ah mais chouette, si je peux savoir qui a fait ça, je voudrais bien leur demander, mais pourquoi vous l'avez fait, à quel moment, c'était quoi votre motivation? Et manque de bol, on ne sait pas quand est-ce que les gens passent en jugement. J'avais essayé d'avoir l'info et j'ai pas réussi. Coucou le ministère de la Justice, j'ai essayé plein de fois d'accéder au jugement pour essayer de voir si quelqu'un leur avait posé la question de la motivation. On regarde souvent le jugement en se disant ça mérite telle sanction, mais on ne se pose pas la question du pourquoi. Et moi, je me pose toujours la question, et ça, c'est peut-être aussi lié à mon parcours de marketing, de est-ce que ce message, il est représentatif ou pas? Là, je vois plein de choses sur les murs, sur des sujets qui sont liés aux questions géopolitiques. J'en vois partout. Mais est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce que ça a été pensé? Est-ce que ça a été voulu? Et je pense que c'est le cas. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, il y a certains messages sur des conflits, notamment sur le conflit israélo-palestinien, qui sont très centrés à certains endroits de la ville, avec certains messages, avec un certain vocabulaire. Et quand on les suit, il y a par exemple toute une rue là qui est taguée, c'est la même couleur, c'est la même façon d'avoir posé les lettres. Donc ça se trouve, c'est une seule personne, un soir, qui a décidé de faire ça. Est-ce qu'elle exprime à travers ça quelque chose que beaucoup ressentent? Sans doute. Est-ce que d'autres auraient pu prendre la liberté de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a cette motivation et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Je ne sais pas. Et c'est ça qui est génial dans le graffiti. Je continue à ne pas savoir énormément de choses, mais à vouloir toujours essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Parce que c'est justement ce que tu dis dans ton propos sur la Villa Albertine, que tu cherches à comprendre ce qui unit le graffiti, l'émotion, la mémoire et l'histoire collective. C'est-à-dire rien que ça. Alors, est-ce que vous avez 24 heures devant vous? C'est un cheminement, tout ça. Ce qui est super intéressant, et je recommande à tout le monde de le faire, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure sur apprendre et désapprendre. J'ai un métier où il faut être très organisé. Moi, je gère des projets, je fais du conseil chez Beaux-Arts Consulting. On accompagne des musées pour penser leur stratégie, pour lancer leurs projets. On fait parfois de la production d'expositions. Il faut être cadré, il faut avoir un truc de suivi, il faut organiser les choses, on travaille en équipe, etc. Et je fais de la recherche. Et là, c'est un tout autre univers. C'est se poser des questions, c'est aller à la rencontre des gens, c'est regarder, c'est questionner. Et en fait, c'est ce que j'ai fait à la Villa Albertine. La Villa Albertine, c'est pareil, c'est parti d'une rencontre, en fait. C'est des discussions que j'ai depuis très longtemps avec Jacqueline Edelman. Là encore, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était au ministère de la Culture, qui était la spécialiste des études des publics. C'est un sujet qu'elle a beaucoup traité pendant très longtemps. Et là, il se trouve qu'elle est dans l'équipe de préfiguration du Musée mémorial du terrorisme, qui est un sujet qui me touche personnellement, parce que je vis à Paris, parce que c'est un enjeu fort aujourd'hui, parce que je fais partie de cette génération qui a vu les images du 11 septembre 2001 face à elle et qui a vécu cette sidération. C'est un mot qui est très important et qui est très fort. Et cette sidération, pour moi, elle me questionne et j'ai besoin toujours de la comprendre et de comprendre comment ça arrive et qu'est-ce qu'on en fait, comment on rétablit tout ça. Il y a des lieux de culture qui permettent de travailler sur ça. Je cite très souvent aussi, parce que je trouve que c'est un des meilleurs endroits en France et même dans le monde sur ce sujet, qui est le Camp d'Émile, qui raconte la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui a un parcours en 3 temps. Vraiment, allez-y, je vais le résumer en 15 secondes, mais vivez cette expérience. Une intro qu'on peut trouver dans plein d'endroits qui raconte ce qui s'est passé, les marqueurs historiques, parce qu'il faut comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe en 1933 en Allemagne? Qu'est-ce que c'est que cette guerre et comment tout ça se jalonne? Et puis l'histoire concrète de ce lieu qui a été utilisé à 3 moments. D'abord pour enfermer des Allemands qui étaient en France avant la guerre, qu'on a caractérisés comme des ennemis parce qu'ils étaient allemands. Sauf qu'en fait, c'était ceux qui fuyaient l'Allemagne nazie et c'était beaucoup des artistes, évidemment. Ernst y a été, etc. Deuxième temps, pendant la guerre où on a enfermé des juifs en partance pour les camps de concentration. Et troisième temps, juste après-guerre, où on a enfermé les gens qui avaient fait partir les juifs dans les camps. Donc c'est un bâtiment, un lieu qui est chargé de tout ça. Le premier temps du parcours raconte ces faits. Le deuxième temps, il vous met face au bâtiment, qui est encore très marqué avec beaucoup de graffiti. Mais pareil, une croix gammée, elle ne veut pas dire la même chose selon qui l'a fait et à quel moment dans les gens dont je vous parle. Et puis un troisième temps, qui est, je trouve, le plus passionnant, où ils ouvrent sur les questions de la sociologie, et notamment l'étude sociologique américaine, qui s'est interrogée sur comment tout ça arrive. Qu'est-ce qui fait que collectivement, on accepte, on soutient, et ces événements-là se passent. Et évidemment, le sous-jacent, c'est pour que ça ne se reproduise plus.
Donc il y a plein d'expériences qui sont racontées, qui montrent comment on peut se faire embarquer par la foule, etc. Et ça interroge beaucoup cette question de la mémoire collective. Et donc dans ces discussions avec Jacqueline Edelman et puis du coup avec l'équipe du Musée mémorial du terrorisme, eux ils sont en train de se poser cette question de qu'est-ce que c'est un musée mémorial. Déjà ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des lieux de mémoire. Le lieu qui est sur Grande Zéro où a eu lieu l'attentat du 11 septembre 2001, c'est un lieu qui est associé à un attentat à l'endroit où il a eu lieu. Mais là, on parle d'un musée mémorial. Donc ça veut dire qu'on va amener d'autres collections. Ça va être à Suresnes, à un endroit où il ne s'est pas passé d'actes terroristes, mais qui va questionner ce que c'est que ce fait-là dans une société. Et c'est là où c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça nous fait à nous ? C'est évidemment une horreur pour les victimes, mais le propos du terrorisme, c'est d'avoir un impact sur la société. Comment on construit derrière ça ? Comment on construit une mémoire ? Comment on dépasse ce qui est advenu et comment on s'interroge pour que ça ne se reproduise plus. Moi, c'est tout ce questionnement-là que je trouvais génial. Et au moment où je les ai rencontrés, ils s'interrogeaient sur ce qu'ils allaient montrer. Ils ont de la matière sensible, mais qui est très difficile à montrer. Ils ont des sons, ils ont des enregistrements. Et moi, je leur disais, mais moi, ce qui m'a frappé et touché à ce moment-là, c'est les graffitis qui sont sortis. C'est les pochoirs qui ont été distribués. C'est le fait que tout le monde a eu besoin d'exprimer des choses de manière artistique et de manière ouverte et partagée, collective, entre tous. Quand on diffuse un pochoir et qu'il y a des milliers de personnes qui utilisent ce pochoir, c'est que ça leur fait du bien. On parle beaucoup d'art-thérapie. Et moi, cette question de la catharsis, pour prendre un terme un peu savant, comment on expulse cette horreur qu'on a vécue collectivement, comment on construit dessus personnellement et collectivement, ça m'interpellait et ça m'interrogeait. Et je leur ai dit qu'il y a peut-être une question à creuser sur le graffiti. Et ils étaient en contact avec évidemment les autres mémoriaux et notamment celui du 11 septembre. Et c'est comme ça qu'on a proposé ce projet de s'interroger sur le graffiti et son traitement mémoriel en France et aux États-Unis. Encore une fois, pour ouvrir nos chakras, j'allais dire, sur comment d'autres peuvent le prendre. Et du coup, c'est ce travail de recherche que tu as mené cette année passée, qui est toujours en cours ? Qui est toujours en cours, parce que la recherche, c'est ça qui est génial, c'est un temps très différent, où vous vous questionnez et ça ne vous emmène pas du tout où vous voulez aller. Quand on fait de la conduite du changement, bien sûr qu'il y a des péripéties et qu'on n'arrive pas exactement à l'endroit où on veut aller, mais on a une vision et notre métier, c'est de faire advenir les choses. Quand on monte une expo, c'est mieux si elle ouvre le jour J avec les œuvres bien accrochées, que les gens peuvent acheter leurs billets et qu'ils peuvent visiter l'exposition. La recherche, on sait la question qu'on se pose, on n'a pas une réponse toute trouvée. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Je suis partie aux États-Unis. Déjà, dans la discussion avec les équipes de la Villa Albertine, ils m'ont poussée à aller au Texas, à Houston. Et bon, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas très utile. J'avais demandé à aller à Oklahoma City parce que je voulais pas que ma recherche soit uniquement sur des actes terroristes liés à l'islam. Oklahoma City, c'est très peu connu en France. C'est un attentat de 95 qui est ce qu'on appelle un homegrown, c'est-à-dire fait par un Américain sur le sol américain, qui était dans la foulée des attentats de Waco et qui a été un traumatisme énorme pour les Américains. C'était le plus meurtrier, si on met de côté évidemment le 11 septembre, mais perpétré par un Américain sur son sol pour des motifs, on va dire, pour renverser l'État en fait. C'était le plus fort et le plus impressionnant. Donc je voulais aller en Oklahoma. Et je suis passée par Houston au début. Et en fait, ce passage à Houston a tout changé, a changé beaucoup de choses dans ma recherche, parce que je me suis retrouvée, donc, quand on travaille sur le graffiti, on arpente beaucoup. Je marche des heures et des heures et des heures dans les rues, je prends des photos, et parfois je me retrouve dans des quartiers où je devrais peut-être pas être, c'est un peu ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans le quartier de la minorité noire américaine. Aux États-Unis, c'est très ghettoisé, encore plus que ce que ça peut l'être en France, très sectorisé. Et je me suis retrouvée devant la maison des parents de George Floyd. Et là, il y a un mur mémorial où il y a des graffeurs qui ont fait une fresque en mémoire à George Floyd. Et de l'autre côté, il y a, c'est un petit bâtiment en briques orange, il y a plein de noms qui sont gravés avec des petits cœurs, des dates, etc. Comme si il y avait eu un espèce de mémorial construit pour les personnes qui sont décédées dans le quartier. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elles ont été tuées par la police? Est-ce qu'il leur est arrivé autre chose? J'en sais rien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en discutant avec les personnes aux États-Unis, j'ai ouvert ce sujet de Black Lives Matter, ce qui n'était pas mon sujet de recherche à la base, mais qui est aussi un événement traumatique. Et quand je présentais mon sujet aux États-Unis en leur disant « je travaille sur le lien entre le graffiti et les événements traumatiques », dans ma tête, je pensais « c'est-à-dire les attentats », mais eux, ils me disaient « ah, ok, tu travailles sur Black Lives Matter ». Ah ok, ça c'est ça l'événement traumatique pour vous. Ou alors ils me disaient « ah, tu travailles sur les mass bombings ». Et ça, c'est ce qui est traumatique pour eux. C'est-à-dire les attentats qui ont lieu dans les écoles, etc., qui en fait, vu de notre fenêtre, on a l'impression que c'est rare. Pour eux, c'est tous les jours. Donc c'est vraiment
une compréhension aussi de ce que veut dire le traumatisme ailleurs qu'en France. Et ben voilà, cette recherche, elle n'est pas finie parce que j'ai pas arrêté d'ouvrir des portes. Je pense qu'elle va se sédimenter à un moment sur un corpus et sur des images que j'ai prises à Houston, à Dallas, à Oklahoma City, à Tulsa. Par un hasard d'avion, j'ai réussi à passer 5 heures à Minneapolis, donc Minneapolis aussi, là où George Floyd est décédé, à Washington et à New York. Et ça donne un panorama fascinant de ce que ça veut dire la mémoire, de comment elle se construit. Puis j'ai aussi créé des liens avec des chercheurs dans différentes universités qui cherchent à comprendre s'il y a des échanges et des points de vue aussi différents. La mémoire, elle commence aussi à se construire au sein de minorités, mais de manière universelle. C'était déjà le cas, moi je l'avais vu dans beaucoup de travaux et de corpus qui avaient été faits par d'autres, mais il y a notamment beaucoup de gens qui ont travaillé sur le conflit irlandais ou le Pays Basque, et vous avez souvent des références, il y a des fresques par exemple qui font référence à Rosa Parks en Irlande. C'est-à-dire les combats de révolution qui regroupent des collectifs, on les retrouve à différents endroits du monde. Et là, la question de Black Lives Matter et des violences policières, il y a un croisement France-États-Unis qui existe en fait entre certains acteurs de ce mouvement. Parce que quand tu parles de la narration polyphonique ou de la polyphonie de l'histoire, est-ce que c'est le fait que les sans-voix prennent la parole ou est-ce que c'est cet entrecroisement de champs de recherche qui t'intéresse? Ou les deux, très probablement. Les deux. Les deux. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette émergence de voix diverses qui, du coup, se parlent à travers un langage artistique ou à travers des expressions politiques. Et c'est évidemment le croisement des champs de recherche. C'est là où toute ma vie et mes formations se retrouvent, et c'est ça qui fait que je suis un creuset peut-être particulier, parce que je vais remettre de la sociologie, parce que je vais remettre des sciences politiques, parce que je vais mettre de l'histoire de l'art, et je vais essayer de voir si tout ça communique et se répond. Et effectivement, je pense qu'on construit une société en croisant une multitude de chemins, et on construit des regards aussi en croisant une multitude de regards. Parce que tu parlais de patrimonialisation et de qu'est-ce que c'est que la construction des communs. Oui. Justement, en France, nous avons une grande tradition d'histoire univocale, unidirectionnelle, une écriture de l'histoire qui est en train d'évoluer quand même depuis une bonne 50aine d'années, avec une attention très forte justement à ces voix inaudibles. Mais justement, est-ce que l'espace public n'est pas l'expression encore irréductible de cette univocité historique, en France en tout cas? L'espace public, en tout cas, est la caisse de résonance. Mais moi, j'aime bien dire que c'est l'endroit où il y a les signaux forts, faibles. C'est un peu ça. On parle souvent des signaux faibles en marketing, de qu'est-ce qui va détecter une tendance qui va sortir dans 50 ans. En fait, moi, je considère que c'est des signaux forts. C'est-à-dire que c'est une perpétuation de cette volonté de prendre la parole qu'a toujours eu le peuple. Enfin, dans les exemples de graffiti, il y a des frontières avec l'art brut qui existaient déjà. Il y a toujours eu ces prises de parole de gens qui sont soit dans les minorités, soit aux marges. On regarde aussi aujourd'hui différemment tout l'art brut, tout l'art de personnes qui ont été enfermées, qui est revalorisé, en tout cas qui est remis à sa juste place pour moi. Mais il y a plein de choses comme ça qui travaillent dans des espaces publics fermés, on va dire ça comme ça, que peuvent être les prisons, que peuvent être les asiles. Et puis l'espace public au sens large, c'est-à-dire la rue, c'est pour moi vraiment l'expression de ce qu'est une société et finalement de ce qui fait notre humanité. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le graffiti, c'est aussi de me dire, j'ai retrouvé des formes et des symboles autant en Oman qu'aux États-Unis, en France qu'en Arabie Saoudite, en Chine quand on regarde certains éléments, qu'en Irlande. Et c'est ça qui est fascinant, c'est cette perpétuation de signaux forts qui sont en fait les révélateurs de ce qu'est notre identité et des sujets qui nous émeuvent et qui nous meuvent au sens qui nous mettent en action. Parce que je te cite toujours dans ta recherche avec cette question qui me paraît très intéressante, ce fil rouge revendiqué, comment la culture s'insinue dans notre quotidien et nous permet de connaître, déchiffrer et refléter notre époque. Qu'est-ce donc que la culture dans cette définition? Je ne vais pas me lancer dans une définition de la culture. J'aimerais que ce soit ce qui fait notre vivre ensemble. J'aimerais. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu, il est là. On parle beaucoup dans le secteur culturel aujourd'hui d'éco-responsabilité. C'est un sujet qui est important, je le limite pas. Mais il y en a un pour moi qui l'englobe et qui est plus large, qui est celui de construire des communs. C'est une expression que tu as utilisée tout à l'heure. En fait, c'est maintenir des communs. Ils ont toujours existé. Quand on regarde le graffiti, ça montre bien qu'il y a un commun, il y a une pratique commune. Quand on gratte sur un arbre ou quand on écrit un message sur une table, on est tous égaux par rapport à ça, en fait. On a envie de dire quelque chose, notre voix vaut celle du voisin. Ça, c'est le principe de la démocratie, en fait.
Et dans une ère géopolitique qui est un peu complexifiée et où on est un peu en danger sur ces différents éléments-là, je pense que c'est très important aussi de remettre ce besoin-là et cette envie-là. Et donc pour moi, la culture, c'est ce qui fait notre vivre ensemble. C'est ce qui doit faire, qu'on doit maintenir, qu'on doit préserver pour faire notre vivre ensemble. Et ça veut dire que tout le monde doit y trouver sa place. Alors, je ne sais pas s'il faut dire des cultures urbaines, des cultures populaires. J'aime pas du tout, moi, ces adjectifs. Tout ça, c'est la culture. C'est ce qui fait qu'on a notre identité, qu'on a des sujets de discussion, qu'on s'ouvre des portes pour se comprendre et pour se raconter. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut préserver. Je sors aussi d'une année au cycle des hautes études de la culture, qui est un programme de formation-recherche, on va dire, qui est porté par le ministère de la Culture, où on travaille sur des rapports. Et moi, j'ai travaillé sur un rapport qui s'appelle Patrimoine et friction des mémoires, qui est disponible gratuitement en ligne au milieu de, je pense qu'il va y avoir une 50aine de rapports. Lisez-les, ils sont passionnants, ils sont écrits par des professionnels de la culture qui pendant 1 an cheminent partout en France à la rencontre de lieux culturels et de différents acteurs qui se nourrissent de ces propos-là. Et par exemple, dans ce rapport, on n'est pas des experts du sujet. Je ne revendiquerai jamais être une experte du sujet du patrimoine. Il y a des chercheurs qui y passent un temps plein et qui sont beaucoup plus experts que moi. Ce qui était important pour moi, c'était aussi une question de méthode. Dans ce rapport, on s'est affronté au fait de se dire on va écrire sur le patrimoine, alors qu'on est tous blancs, travaillant dans la culture, autour de 40-50 ans sans vouloir vexer personne du groupe, urbains. Enfin voilà, c'était pas du tout représentatif. Donc on a été chercher ce qu'on a appelé des réflecteurs, c'est-à-dire des gens à qui on a demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ce qu'on a écrit et le compléter. Ça ne veut pas dire le réécrire ou le challenger. Je reviens à cette polyphonie, c'est-à-dire mettez votre grain de sel et mettez votre écho. Voilà. Et parmi les gens, il y a William Hacker qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est le président de l'Association des gens du voyage, qui a beaucoup travaillé sur l'exposition qui a eu lieu au Mucem, qui s'appelait Barvalo, qui est pour moi, et les équipes ont fait un travail extraordinaire de se dire, on prend 27 co-commissaires sur cette expo, parce que déjà, nous, dans le musée, on n'a pas forcément la vision des choses, et même cette communauté que, justement, parce qu'on nous a appris à considérer que c'est un bloc, on ne la connaît pas bien, il faut plein de points de vue. C'est ça qui est beau, en fait, c'est d'arriver à construire les différents miroirs et rediffuser cette polyphonie. Et donc cette question de la construction des communs, ça revient à ton souci de la chose publique. Donc ce regard du graffiti, est-ce qu'il est ton socle dans cette réflexion sur la chose publique? Est-ce qu'il est juste une trouvaille qui fait que tu peux travailler sur la chose publique? Puisque ce qui revient beaucoup depuis le départ, c'est justement cette inquiétude de l'invisible. Je pense que les deux sont liés. Je pense que mon intérêt pour la chose publique et ma passion pour les graffitis, il y a un recoupement dans tout ça. C'est pas pour rien que j'ai fait Sciences Po, sans doute, quelque part. On croit toujours quand on a 18 ans que bon voilà, on fait les choses peut-être sans raison, puis ça pose sur des choses fondamentales. Le service public est quelque chose d'essentiel pour moi. Je travaille dans une structure privée aujourd'hui, je travaille dans un groupe qui travaille dans le secteur culturel, mais je considère qu'on est les acteurs d'un même écosystème qui travaille à préserver une offre de services publics culturels en France. Il y a plein de choses qui sont essentielles pour moi. L'éducation en est une. Bon, on ne peut pas être partout. Il se trouve que moi, mon domaine, c'est la culture, mais je pense que tout ça marche de front. C'est-à-dire qu'on travaille à construire, amplifier, préserver ce qui fait l'ADN d'un service public en France et qui fait du vivre ensemble. Et je pense que mon souci, il est plutôt là. Il est plutôt de me dire comment, à ma toute petite hauteur de goutte d'eau dans l'océan, je contribue à faire que mon pays reste l'écho et la réalité de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Ces 3 mots essentiels et très importants. Je me rappelle quand j'étais au Centre des Monuments Nationaux, on a fait, pas du tout mon équipe, hein, les équipes qui font la programmation culturelle et les équipes du Panthéon, ils avaient fait un spectacle de danse, de danseurs hip-hop qui répétaient au 104 et pour qui on a ouvert les portes du Panthéon. Et bon, les conditions fait qu'il ne pouvait pas y avoir une foule extraordinaire. Et je me rappelle de Philippe Bellaval dire, s'il y a une seule personne ce soir dans cette salle qui se dit je veux être danseur et je veux avoir une action créative, on a gagné. Et c'est un peu ça en fait. C'est de se dire on est des petites gouttes d'eau, mais on nourrit une discussion, on travaille sur du vivre ensemble, on travaille sur l'enrichissement d'une culture commune. Et c'est ça en fait qui est important au quotidien, je pense. En tout cas moi dans mon métier et dans ce que je fais, avec mes différentes casquettes, c'est ça mon moteur. Et tu le disais à l'instant dans le rapport patrimoine et friction des mémoires. Ouais.
tout le monde est blanc. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme blanche, middle-age, dans toutes ces questions? Et comment on fait? On essaie de faire au mieux. Je pense que c'est ça. Dans ma vie professionnelle, je me suis pris beaucoup de réflexions qui m'ont tellement sidérée, on revient à ce mot que je n'ai pas réagi tout de suite en fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire plus récemment en fait, mais qui font, je pense maintenant qu'on peut se dire qu'on doit les dépasser et qu'on a notre place. Et ça c'est important, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce que j'ai vécu en travaillant sur Black Lives Matter, c'est qu'à un moment j'ai senti que je ne pouvais plus être là. Je ne pouvais plus aller plus loin. Je discutais avec des gens mais ils ne me laissaient pas aller plus loin parce que je n'étais pas noire américaine en fait. Et ça, je pense que c'est aussi un très grand risque. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis une femme que je suis la seule à pouvoir écrire sur les femmes. Moi, ça me va très bien que les hommes écrivent sur les femmes. C'est comme ça qu'ils nous connaîtront mieux, c'est comme ça qu'ils nous comprendront mieux. Donc, je pense que c'est essentiel de porter des sujets et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment toujours cette polyphonie, cette pluralité. Et ça, je pense, c'est ça qui est important. Après, la gestion des carrières et d'être une femme, c'est très marrant parce que j'ai des amis hommes qui n'arrêtent pas de me dire bah, moi du coup là c'est fini parce qu'on ne fait que promouvoir des femmes. Et j'ai envie de leur dire bah, en fait heureusement parce que ça fait juste je ne sais pas combien de centaines d'années que c'est l'inverse, donc on va juste reprendre notre place et comme je disais un peu tout à l'heure, et ça n'est que le début parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il y a un programme que j'ai beaucoup soutenu et que je trouve très bien, qui encore une fois est une goutte d'eau par rapport au problème, mais qui au moins commence à entrer dans ce sujet, qui s'appelle La Relève, qui a été initié par la précédente ministre de la Culture, qui est le fait de dire on va faire venir 101 personnes qui ne sont pas dans les réseaux habituels, qui n'ont pas fait Sciences Po, l'ESSEC, Histoire de l'Art, hein, tous ces gens qui ont fait ces beaux diplômes, et qui ont envie d'avoir un rôle et un poste dans le secteur culturel. Et je pense que ça, c'est essentiel. Alors ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette quand on est une femme, on explique ça dans les organisations, c'est-à-dire que dans une organisation où il y a des hommes, il y a toujours la première femme qui arrive. Bah, elle a plein de poids sur ses épaules, elle ne peut pas se permettre d'être nulle parce que du coup on va dire que les femmes sont nulles, parce qu'elle est la seule représentante des femmes, elle doit ouvrir la voie aux autres derrière, et au quotidien elle est quand même toujours dans un environnement d'hommes, donc elle a vraiment beaucoup d'énergie à mettre. Je remercie toutes les Schtroumpfettes qui l'ont fait pour nous avant. Et je sais que ça va être le cas pour ces personnes qui arrivent dans la relève. Et j'espère que les institutions et les gens qui sont dedans vont comprendre très vite la richesse que ça apporte et la nécessité qu'une plus grande diversité arrive dans nos institutions pour permettre qu'elles survivent, en fait, tout simplement. Parce que je pense que c'est une question de survie à horizon 5-10 ans, en fait. Si vite? Je pense. C'est une conviction personnelle. J'aimerais bien ne pas dire, parce que je dis ça depuis un certain temps, je le disais sur le ton de la blague, puis je l'ai dit de manière plus engagée, ça dépend de mon humeur du jour. J'aimerais bien ne pas dire dans 10 ans, je vous l'avais bien dit en fait. J'aimerais vraiment pas dire ça. On se pose beaucoup de questions sur des choix politiques, des orientations politiques. Il y a des articles qui sortent sur les budgets, enfin je veux dire, il y a des institutions culturelles qui sont en péril. Je dis très souvent ça sur le numérique, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets. C'est là, c'est un tsunami. Un tsunami, on le voit arriver en fait. Hein. On peut être sidéré et pétrifié. On peut se dire, je sais qu'il est au loin, mais qu'il va arriver quoi qu'il arrive. Il vaudrait mieux que j'apprenne à surfer maintenant, plutôt que de me le prendre de plein fouet et rester sur le carreau. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment-là aujourd'hui. Je crois profondément dans les institutions culturelles, mais je crois profondément qu'il faut qu'elles se réforment et qu'elles avancent très vite, parce qu'on est dans un monde qui va très vite. Le numérique, on en a reparlé récemment, c'est marrant, je suis presque une dinosaure du numérique culturel, parce que j'ai commencé sur ce sujet-là au CMN en 2014, ça fait 10 ans. Il s'est passé en 10 ans des choses radicales portées par plein d'acteurs. Il y a des startups que moi j'ai vu naître il y a 10 ans qui sont maintenant des solutions installées. Il y a l'intelligence artificielle dont on ne parlait même pas il y a 10 ans, qui maintenant est un sujet central. Tout avance très très vite, il faut avoir conscience de ce qui se passe, il faut mettre son grain de sel pour que ça se passe de la façon dont on a envie que ça se passe, mais il faut aussi se dire, il faut s'imprégner de ces mouvements-là pour pas se faire emporter par la vague. Et ça, pour moi, c'est un vrai enjeu des 5-10 ans qui viennent. Et justement, ton expérience entre les États-Unis et la France, tu le disais que tu es arrivée à une limite avec Black Lives Matter, ton investigation là-dedans, parce que tu n'étais pas africaine-américaine et que ton point de vue, pour le coup, sur la démocratie, sur la chose publique est très français peut-être. Tout à fait. Comment tu distinguerais ces deux univers C'est très difficile pour moi parce que je pense que je ne peux pas l'expliciter. Ce que je disais tout à l'heure de moi, des valeurs que j'ai
incarner en moi liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi ma façon à moi d'être française. Peut-être que tous les Français ne le diraient pas de la même manière. Je pense que je reste toujours sur cette question du dialogue, en fait, c'est d'arriver à trouver le terrain commun. La vision américaine des choses, elle est très, très segmentée. Et moi, ce que je vois évoluer de la civilisation américaine, alors c'est impossible d'ailleurs de faire des phrases comme ça, j'efface cette phrase, parce que j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans, et là j'ai passé un peu de temps dans différentes villes, dont New York. Déjà, ça n'a rien à voir. Quand j'étais à la Nouvelle-Orléans et que je disais que j'étais aux États-Unis, les gens me disaient « Ah, mais non, c'est pas les États-Unis ». Les États-Unis, c'est une mosaïque de pays et de situations, déjà. Donc, voilà, c'est un peu comme si on comparait l'Europe et qu'on disait à un Français qu'il est estonien ou qu'il est finlandais. Voilà, c'est très différent. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, en tout cas moi je le vois comme ça, il est plutôt sur est-ce qu'on est démocrate ou est-ce qu'on ne l'est pas, en fait. Et aux États-Unis, il y a des vrais mouvements de fond qui mettent en péril cette démocratie. À la limite, peu importe ce qu'on porte comme vision, mais je reviens toujours à cette polyphonie, il faut savoir la construire et il faut savoir l'entendre. Se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir raison, qu'il y a plusieurs points de vue, ça pour moi c'est une vision très française. Ça choque parfois les étrangers de nous voir débattre, etc. Mais au moins, il y a une discussion, il y a un point de rencontre, il y a une acceptation de l'autre, il existe, il est dans mon périmètre et je peux échanger avec lui. Aux États-Unis, je trouve qu'il y a de plus en plus une sclérose en fait, des espaces. D'ailleurs, ça commence comme ça. On parlait tout à l'heure de l'espace public. Les gated communities, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire des espaces qui sont fermés, où on a sécurisé les choses et où personne d'autre ne rentre que des gens qui sont cooptés. On le voit de plus en plus. Et encore une fois, quand je marchais dans les rues à la recherche de graffiti, je vois tout de suite l'évolution du paysage urbain. On comprend très bien qu'on est dans d'autres endroits et il y a des zones de dialogue qui n'existent plus. Et maintenir le dialogue qu'on a toujours en France, je pense que ça, c'est essentiel. Et justement, les institutions culturelles, te paraissent-elles capables, en France, de polyphonie, de discussion? Comment devrait-elle faire pour justement ne pas se prendre ce tsunami et se noyer, mais comment ouvrir ces espaces qui, aujourd'hui, ne sont pas si ouverts que ça? Des espaces qui ne sont pas si ouverts que ça. Je pense que j'ai très très froid, alors sans du tout leur mettre toute la responsabilité parce qu'on est là et on vous soutient, mais sur les jeunes générations, parce que je vois sortir les sujets des journées d'études, des gens qui sont en master, qui sont à l'INP, à l'Institut national du patrimoine, et je vois qu'il y a des thèmes qui n'existaient pas il y a 5-10 ans, voire des thèmes que moi j'ai voulu porter il y a 15 ans et où je me suis pris des portes qui deviennent des thèmes présents. La programmation des expositions, la façon de les construire aussi, elle évolue. Moi je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est d'amener de la diversité dans les équipes qui dirigent et qui pensent nos institutions culturelles, d'amener de la diversité dans les gens qui les fréquentent, d'amener, enfin, ce hors-les-murs qu'on fait, hein, plein de gens le font sur des logiques participatives, il faut juste le poursuivre et l'amplifier et y mettre beaucoup d'énergie. Et ça commence à tous les niveaux pour les institutions majeures comme pour les acteurs locaux ou très... Enfin, vraiment la porte à côté en fait. Moi j'ai les microfolies par exemple, on en parle beaucoup comme étant le lieu qui va amener le numérique. C'est pas que ça. C'est un lieu génial de brassage et d'échange. Moi j'ai assisté à un atelier avec un artiste calligraphe qui était extraordinaire à Noisy-le-Sec. Enfin, je pense que c'est en ouvrant au maximum et en se remettant en question tout le temps qu'on arrivera à prolonger l'impact et la façon dont les institutions culturelles fonctionnent en France. Est-ce que ce n'est pas justement ton parcours d'électron libre qui fait que tu te dis que se remettre en question est une base, alors que dans nos parcours culturels, les 3/4 du temps, c'est plutôt au contraire la spécialisation et la mise en place d'une parole de vérité qui est le gage de réussite? C'est vrai, mais je pense que c'est là où il faut arriver à construire ensemble des paroles. Parce que je pense que la plupart des conservateurs de musées le vivent aussi aujourd'hui. Il y a une contestation de toute manière de la parole, des sciences, du savoir, la notion de fake news qui est diffusée partout aussi. Il y a un sondage très récent qui était très intéressant, qui montrait qu'en fait, les citoyens n'ont plus confiance dans leur politique, n'ont plus confiance dans les entreprises. Il y a une institution qui tire son chapeau, son épingle du jeu, pardon. Il y a une institution qui tire son épingle du jeu, c'est le musée, le lieu culturel où on a confiance dans ce qu'on va voir et dans ce qu'on va lire. Et cette confiance, elle suppose en face qu'on fasse confiance aussi à ces publics et aux futures équipes qui vont venir. Et c'est vrai que faire évoluer les métiers de la culture et amener un peu de diversité, moi je rêve qu'il y ait des échanges publics-privés, je reste convaincue
qu'on ne s'en sortira que comme ça. On a parlé beaucoup d'un périmètre France et États-Unis, mais si on dézoome aussi, mon métier de consultante fait que je travaille beaucoup en ce moment avec les pays du Golfe, qui sont en train de construire des giga-musées, de penser des giga-projets, de les construire différemment, qu'on voit émerger d'autres choses. Là, il y a un travail qui est en train de se faire en Catalogne, où ils ont nommé un ancien directeur du musée Reina Sofia, qui est là pour réfléchir à comment on invente le musée conversationnel et comment on repense les choses tous ensemble, en collectif. Ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Et je l'ai vécu au CMN, parce qu'au CMN, c'est un organisme qui fonctionne en collectif, en fait, parce qu'on gère 100 monuments tous ensemble. Bah ça, c'est pareil, je le vois pas trop émerger dans les musées en France, de se dire, bah tiens, est-ce qu'on se mettrait pas à plusieurs? Alors peut-être que je le vois pas parce que je suis pas dedans, j'espère qu'ils le font, et de se dire, bah comment on se repense sur nos parcours. Tiens, moi je suis conservateur des arts premiers, moi je suis conservateur de la peinture du 19e, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble entre nos différents musées, voire créer quelque chose en dehors? Je pense que tout ça, oui, être des électrons libres, c'est essentiel. Garder cette volonté de faire des choses nouvelles, c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est on le fait pour un public. En fait, de laisser ce public vraiment au centre en permanence, de les écouter, de les comprendre. Ça ne veut pas dire d'obéir, c'est pas la même chose. C'est pas de dire le public est roi et c'est lui qui va faire la programmation. L'écoute, c'est ça qui est essentiel. J'aurais encore envie de te poser des millions de questions, parce que j'en ai 18 pages, non pas 18, mais 9. Mais peut-être pour clore ce début de discussion que j'espère pouvoir reprendre avec toi très bientôt, une petite question rituelle dans mes entretiens. Qu'est-ce que c'est que l'urbain pour toi? Est-ce que ça a un sens, ce mot? C'est un terrain de jeu. Un terrain de jeu, et avec le double sens du jeu, le J-E-U et le J-E, d'expression de soi, mais du jeu multiple aussi. On se raconte soi. Quelque part à travers ça, on raconte un groupe dans lequel on est. Je le dis très souvent, on appartient tous à des groupes, mais des groupes au plusieurs. Moi, je suis une femme, je suis parisienne, je suis sœur, je suis prof. Enfin voilà, j'ai plein de visages différents selon les endroits où je vais être et j'appartiens à ce groupe-là des profs, par exemple, qui ont un truc en commun. Et à un moment, je suis dans ce groupe-là et à ce moment, je suis dans d'autres. Donc il y a le jeu et ses multiples. Le jeu, le JEU, parce que je pense aussi que la curiosité et l'émerveillement, ils viennent de là aussi, en fait, d'arriver à construire quelque chose, d'attirer le regard, de se dire tiens, je vais m'arrêter 2 secondes. Voilà. Tentez ça si vous prenez le métro. Arrêtez-vous de manière totalement illogique et raisonnée en plein milieu du couloir et regardez une des affiches, etc. Tous les gens vont s'arrêter. Parce qu'ils vont dire, ah, il y a quelque chose à voir, puisque quelqu'un s'est arrêté. C'est le jeu qui va ouvrir d'autres voies à d'autres. Donc voilà, je dirais ça, le jeu, les jeux, et puis l'expression, et un espace, j'espère encore pour un certain temps, de liberté. De liberté d'arpentage. Donc peut-être le conseil du jour. Ouais, baladez-vous, marchez, regardez. Pensez avec les pieds. Pensez avec les pieds. Et pensez avec l'évasion de votre cerveau. Merci beaucoup, Laure. Merci.